Bonsoir à tous sur Fréquence ESJ Hits and Talk, ou plutôt sur la page Facebook de Fréquence ESJ, puisque confinement oblige, nous ne pouvons pas diffuser nos émissions hebdomadaires 20 ans l'invité et storytelling depuis notre studio comme d'habitude, mais pas d'inquiétude, pendant cette période un peu spéciale de confinement, la rédaction de Fréquence ESJ continue de vous informer et de vous divertir avec ce nouveau format, Sortez dedans. Le but, vous informer sur la situation de l'épidémie en France et dans le monde le mardi soir et vous divertir pendant votre confinement le mercredi soir de chaque semaine. Au programme de cette émission aujourd'hui, ce sera donc de l'information. Nous revenons sur les différents changements sociaux, politiques, économiques et internationaux qu'entraîne l'épidémie de coronavirus. Ainsi, on fera un tour d'horizon de l'évolution du virus dans 3 pays étrangers, vivant des stades différents de l'épidémie, comme les États-Unis, la Chine ou encore l'Italie, qui est frappée de plein fouet par l'épidémie en ce moment. Nous serons d'ailleurs en ligne avec une étudiante française en Erasmus vivant à Rome pour en savoir un peu plus sur la situation dans le pays. Et puis, question importante pour la gestion de l'épidémie en France, que met en place l'État et quelles sont les mesures à respecter pour être dans les règles et aider les soignants à juguler le virus. On voit ça juste après avoir recueilli le témoignage d'un des membres de notre équipe, Thomas Kinkis, qui est bénévole en soutien au personnel hospitalier. Et tout au long de cette émission, notre expert réseaux sociaux, Thomas Glavieux-Moreau, répond également à toutes vos questions. Alors n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, voilà, pour poser toutes vos questions. Et Thomas Glavieux-Moreau y répondra pendant toute l'émission. Tout ça, ce sera juste après avoir fait un rappel de la situation actuelle. On est parti pour une heure d'information sur le coronavirus. Sortez dedans, ça commence maintenant sur Fréquence ESJ. Et juste avant de revenir sur la situation des soignants, on va refaire un point chronologique sur l'avancée de l'épidémie, car s'étant déclaré à Wuhan en Chine fin décembre 2019, le coronavirus marque l'entrée de cette nouvelle décennie par une crise sans précédent. Alors voilà presque 3 mois que la pandémie du coronavirus sévit sur la planète à des degrés variables selon les pays. On voit ça avec Paula Monesti-Andréani. Le point de départ est donc officiellement la Chine, fin décembre 2019, mais probablement dès novembre de la même année. Médiatiquement parlant, c'est un article de la BBC qui mentionne pour la première fois le virus le 3 janvier 2020. 2 jours plus tard, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ne s'en inquiétera pas davantage, se fiant à l'enquête chinoise. Mais elle revient sur ses propos le 12 janvier en annonçant l'existence d'un nouveau coronavirus. Le nombre de personnes infectées en Chine est alors de 59 cas. Le 13 janvier, tout s'effondre, des cas isolés à l'extérieur de la Chine sont détectés et le premier décès d'un patient chinois âgé de 61 ans est annoncé. Mais encore à ce stade, la possibilité d'une transmission entre humains n'est pas encore avérée. 2 jours plus tard, le 15 janvier, le nombre de contaminations augmente toujours et un deuxième décès survient. Mais le fait notable est la possibilité d'envisager une transmission entre humains, idée que la Chine n'exclut plus désormais. Il aura fallu attendre 3 semaines pour que le 23 janvier, des mesures plus strictes soient prises. La ville de Wuhan est mise en quarantaine. À cette même date, sont recensés des dizaines de décès quotidiens dans le pays. En France, le soir du 24 janvier, le ministère de la Santé confirme alors 3 cas sur le territoire français. Les premiers cas en Europe sont en effet officiellement annoncés. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, propose alors 2 scénarios possibles dont les risques diffèrent de l'un à l'autre. Des projections sur les pays européens à risque sont effectuées. L'Italie semble à cette date être oubliée des radars. Le bilan en Chine est alors de 26 morts. Alors qu'un 4e cas est détecté en France le 28 janvier, les autorités chinoises annoncent la construction en urgence d'un hôpital à Wuhan. Et le 30 janvier, l'Organisation mondiale de la santé appelle le monde entier cette fois-ci à agir. La France totalise en ce 30 janvier 6 personnes touchées contre 7 700 pour la Chine. Mais l'évolution de l'épidémie s'accélère dans l'épicentre chinois. Le lendemain, plus de 10 000 personnes sont officiellement contaminées, soit 3 000 de plus que la veille. Pour la 6e fois de son histoire, l'OMS déclare alors l'urgence internationale. Le seuil des 1000 morts est franchi en Chine une dizaine de jours plus tard, le 11 février. Fin février, les événements s'emballent et l'épidémie devient alors une pandémie meurtrière hors des frontières, cette fois-ci de la Chine. L'Italie, la Corée du Sud et l'Iran sont les premiers pays à compter plusieurs dizaines de morts. Le 29 février, alors que le salon de l'agriculture ferme ses portes, une journée plus tôt, la France compte alors 100 cas avérés
de contamination et de décès. Et moins de 2 semaines plus tard, le 12 mars, alors que l'exécutif déclare la fermeture des écoles, il y a en France 61 morts et presque 3000 cas. Le mardi 17 mars midi, le confinement est instauré en France au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron, alors que plus de 7000 personnes sont contaminées de manière avérée. Aujourd'hui, l'Italie est devenue le pays avec le plus grand nombre de morts, plus de 6000 décès. La Chine et l'Espagne ne sont malheureusement pas loin derrière, avec respectivement plus de 3000 et 2000 morts. Progressivement, tous les citoyens du monde prennent conscience de la rapidité de la progression. Le milliard de personnes en confinement a été dépassé le week-end dernier et nous atteignons aujourd'hui pratiquement les 2 milliards. Merci Paula Monesti-Andréani. Alors juste avant de retrouver Thomas Glavieux-Moreau pour répondre à vos questions, les questions des internautes, après avoir fait la chronologie donc, des événements de l'épidémie, on va maintenant faire une chronologie des mesures prises par le gouvernement français. Nous sommes aujourd'hui au 9e jour du confinement. Les mesures les plus restrictives ont été prises. Elles ont pourtant mis du temps à arriver. On fait un récapitulatif avec vous, Manon Blangis, des mesures prises par le gouvernement depuis le début de l'épidémie. Bonsoir Manon. Bonsoir Bastien, bonsoir à tous. La première mesure prise par le gouvernement date du 10 janvier. Le ministère de la Santé a envoyé aux agences régionales de santé, aux urgentistes ou encore au SAMU des fiches expliquant les cas de coronavirus. Pour le moment, pas d'annonce donc, pas de cas non plus en France. Le ministère de la Santé ne fait que sensibiliser les soignants. Le 24 janvier, jour où les premiers cas sont confirmés en France, l'État commence à mettre des affiches d'information en plusieurs langues dans les aéroports. Les ressortissants français vivant en Chine, près de Wuhan, commencent à être évacués le 31 janvier et sont automatiquement mis en quarantaine pendant 14 jours. Et les premières vraies mesures apparaissent avec le premier foyer épidémique de contamination en Haute-Savoie. Des mesures qui ne s'appliquent toujours qu'en local. Les établissements scolaires des clusters sont fermés. Pour que la première décision qui concerne vraiment la vie des Français soit prise, il faut attendre le 29 février. Le gouvernement annonce alors l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes en espace clos. Le Salon international de l'agriculture ferme donc par exemple ses portes un jour plus tôt. Entre-temps, vous avez sûrement pu entendre des spots radio ou télévisés sur les gestes barrières à respecter. Alors, pourquoi on choisit le 29 février pour la première grande annonce ? Eh bien, parce que la France vient de passer du stade 1 au stade 2 de l'épidémie. Et à partir de là, les déclarations du président de la République et de son gouvernement s'enchaînent et s'accélèrent. Le 2 mars, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, interdit tous les voyages scolaires à l'étranger. Depuis une semaine, les écoles ne pouvaient déjà plus accueillir les enfants et adultes revenant des zones à risque. Le 6 mars, on y arrive, le plan blanc est activé dans les hôpitaux. Le plan permet d'organiser le personnel et de mieux gérer une arrivée massive de malades. 2 jours plus tard, ce sont les rassemblements de plus de 1000 personnes qui sont désormais interdits. Le 12 mars, il y a donc 2 semaines, Emmanuel Macron s'adresse aux Français et annonce la fermeture à partir du 16 de tous les établissements scolaires, des crèches aux universités. Les entreprises ont la possibilité désormais de reporter le paiement des cotisations et impôts dus en mars. L'accès au chômage partiel est également amélioré. Et le président de la République maintient tout de même le premier tour des élections municipales. Une mesure plutôt contradictoire alors que le gouvernement demande à la population d'augmenter le télétravail et aux plus fragiles de rester chez eux. Des mesures sont donc mises en place dans les bureaux de vote. Le 13 mars, les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits et c'est le lendemain que le Premier ministre annonce la fermeture de tous les lieux non essentiels à la vie de la nation. Plus de restaurants, de bars, de cinéma ou de discothèques. Des mesures qui en annoncent une autre. Le confinement est déclaré lundi 16 mars par le président de la République. Il est effectif à partir du lendemain à midi. On doit désormais se munir d'une attestation pour juger chaque déplacement. Le deuxième tour des élections municipales est évidemment reporté. Dimanche, l'état d'urgence sanitaire a été voté pour 2 mois. Et hier, plusieurs annonces ont été faites. Le ministère de la Justice compte autoriser la libération d'environ 100 000 détenus en fin de peine pour désengorger les prisons. Le Premier ministre, lui, s'est exprimé sur TF1. Les marchés sont désormais interdits. Les préfets pourront bien sûr y déroger dans les villages où ils sont essentiels aux habitants. Les règles ont également été précisées pour les joggeurs, 1 heure maximum et dans un périmètre de 1 km autour de son domicile.
Et les amendes en cas d'infraction s'élèvent désormais de 135 € à 375 €, puis 1500 € en cas de récidive. Merci pour ces précisions, Manon Blangis. Et puis, juste avant de faire un point sur la situation des soignants qui doivent faire face à cette épidémie, on fait un point sur les questions des réseaux sociaux avec notre spécialiste des réseaux sociaux, Thomas Glavieux-Moreau. Bonsoir Thomas. Alors, quelles questions vous avez eues sur Twitter? Quelles questions vous ont posées les internautes? Bonsoir Bastien, vous le savez, le coronavirus, c'est un sujet qui interroge énormément. Et sur Twitter, on a eu beaucoup de questions aujourd'hui, des questions parfois qui se ressemblaient et quelquefois qui avaient rien à voir. Et j'en ai là récupéré deux qui se ressemblent énormément. C'est celle de Malivi et celle de Manuela qui parlent de chloroquine. Les deux chloroquines. La chloroquine, donc plus connue sous la forme dérivée d'hydroxychloroquine, donne pour le moment de très bons résultats. On le sait notamment avec le docteur Raoult du côté de Marseille. C'est donc une molécule qui donne énormément d'espoir à tous, et particulièrement aux soignants. Mais sans essais cliniques valables et sans publication dans les journaux médicaux, on ne peut rien savoir. Et on ne peut rien savoir pour une seule bonne raison, Bastien, c'est qu'on connaît d'ores et déjà les effets secondaires de ce médicament, puisque c'était la question notamment de Malivi. Quels sont les risques encourus lors de la prise de ce médicament? Et il y en a de nombreux. Parfois, ils sont très fréquemment, parfois, ils sont fréquemment, et des fois, ils n'arriveront jamais, ou peut-être, mais ils peuvent être quand même très grave, puisque si quand on prend le très fréquemment, il y a des nausées ou des douleurs au ventre. Jusque-là, on se dit que tout, voilà, pas agréable, mais pour le moment, il n'y a rien de si grave. Mais fréquemment, il peut y avoir une vision floue, une mauvaise adaptation de l'œil pour voir de loin ou de près, des diarrhées, des vomissements, une perte d'appétit très marquante, ou des maux de tête, des démangeaisons et des éruptions de boutons. Et puis après, il y a encore pire que ça, en peu fréquemment, la rétine et la cornée et d'autres symptômes, sont brouillés. La nervosité commence à arriver de plus en plus, les bourdonnements d'oreilles, les vertiges, les troubles de la sensibilité et de la motricité, de nombreux effets indésirables, des réactions allergiques également, de l'urticaire et des gonflements soudains du visage. Et puis après, on finit avec une fréquence inconnue. Comme je vous le disais, ça peut arriver ou ça ne peut jamais arriver, mais des convulsions, des atteintes cardiaques, une surdité, de l'hypoglycémie. Bref, beaucoup d'effets secondaires qui expliquent pourquoi les autorités veulent mener beaucoup d'expérimentations avant de le mettre en vaccin généralisé. Merci Thomas Glavieux-Moreau pour ces précisions sur ce médicament. On ne sait pas encore s'il est tout à fait efficace, si on va pouvoir avoir une mise sur le marché sur un médicament qui est sujet à controverse pour l'instant. On vous retrouve tout au long de cette émission, Thomas Glavieux-Moreau, pour répondre aux questions des internautes. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions. Il répond. Merci à vous. Et maintenant, on va passer à la situation des soignants. Ils sont en première ligne. Les médecins, les infirmiers, les aides-soignants sont les premiers en contact avec le virus et donc présentent un plus haut risque de contamination que la population générale à être contaminée. On fait un point sur la situation avec Ludmila Clocher. Bonsoir Ludmila. Bonsoir. Les décès de 4 médecins dans l'Est et d'un médecin dans l'Oise ont été annoncés entre ce samedi 21 mars et hier, lundi 23 mars, des suites du nouveau coronavirus. Jean-Jacques Razafin-Dranasi, Sylvain Welling, Jean-Marie Bègle, Maën Ramlol et Olivier Jacques Schneller. La liste des médecins victimes du coronavirus s'allonge depuis ce week-end. On compte notamment 3 victimes du Covid-19 parmi le personnel hospitalier dans le Grand Est, région extrêmement touchée par le virus et où les hôpitaux sont saturés. Et la contamination est un risque permanent pour ces soignants au plus près des malades. Les soignants sont particulièrement exposés face au nombre important de porteurs du virus qui défilent chaque jour devant eux. Les chances de ne pas l'avoir sont très faibles, selon Afif Ghassani, chef du service de chirurgie vasculaire dans un hôpital à Mulhouse. La PHP, l'assistance publique Hôpitaux de Paris, comptabilise 490 soignants positifs au nouveau coronavirus. Au CHU de Strasbourg, c'est pas moins de 238 cas que l'on compte dans les rangs du personnel soignant, des chiffres qui devraient encore augmenter dans les jours à venir. Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France, lui aussi contaminé, redoute une hécatombe parmi les soignants. Il faut dire que le manque de masques n'aide pas, les soignants vont être également malades et la situation risque compliquée, s'inquiète au SAMU de Paris. Le Covid-19 sera considéré comme une maladie professionnelle pour le personnel soignant. Alors, on a, semble-t-il, Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, l'a annoncé hier soir. Alors, on a visiblement un petit problème
de connexion avec Ludmila Clocher. Mais voilà, il faut savoir qu'Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, a annoncé hier soir aux soignants qui tombent malades qu'il disait que le coronavirus sera systématiquement et automatiquement reconnu comme une maladie professionnelle. Et c'est la moindre des choses. Il n'y a aucun débat là-dessus, selon lui. Alors, pour aider le personnel soignant, c'est un seul mot d'ordre. Restez chez vous. Merci Ludmila Clocher. On vous retrouve plus tard au cours de cette émission. Et pour venir en aide aux soignants, donc on l'a dit, il faut rester chez vous. Il y a une mesure facile à suivre. Et en pleine pandémie, le coronavirus, tout le personnel soignant est lourdement sollicité, bien sûr. Et afin de le remercier et de le soutenir, les Français ont mis en place des aides. On voit ça avec Mélodie Sforza. Bonsoir. Des pleins d'essence gratuits, des livraisons prioritaires ou encore des véhicules à disposition. Depuis le début du confinement, les entreprises privées comme Total, Monoprix ou Renault multiplient les mesures pour venir en aide aux soignants. Ces initiatives ne sont pas uniquement suivies par les grandes entreprises. Grâce à Internet et aux réseaux sociaux, chacun peut participer à cet élan de solidarité. Par exemple, chaque soir à 20h, les Français se mettent aux fenêtres et aux balcons pour applaudir le personnel hospitalier. Une manière de les remercier pour leur travail au quotidien. Et le personnel soignant insiste, la meilleure manière de les aider est de rester chez soi, mais pour ceux qui veulent se rendre utiles activement, vous pouvez devenir bénévole par exemple. Le site internet en première ligne est né au début du confinement. Comme son nom l'indique, il permet aux personnes en première ligne, les soignants et les employés de supermarchés, de demander une aide quotidienne, faire les courses, faire le ménage ou encore garder les enfants. Les personnes qui souhaitent apporter leur aide n'ont qu'à remplir le formulaire en ligne. Vous pouvez aussi faire un don aux hôpitaux. L'assistante publique des hôpitaux de Paris a lancé un fonds d'urgence pour la recherche sur le Covid-19. Pour y contribuer, rendez-vous directement sur le site internet de l'institution ou sur sa page Facebook. Plus de 150 000 € ont déjà été récoltés grâce au réseau social. Les restaurateurs aussi se mobilisent. Le label Écotable a lancé une cagnotte pour fournir des repas aux membres du personnel soignant. Les chefs des restaurants engagés pour une restauration durable proposent leurs services. 500 repas sont servis quotidiennement. À l'annonce du confinement, de nombreux Français ont quitté leur appartement en ville pour s'installer chez leurs proches en périphérie. Ils n'ont pas hésité à prêter leur appartement au personnel soignant, par exemple. Le ministre du Logement, Julien Denormandie, a annoncé ce matin le lancement de la plateforme Appart Solidaire en partenariat avec Airbnb. Les particuliers peuvent ainsi mettre leur appartement vide, la plateforme est proposée une location, mais nombreuses sont les personnes à ne pas avoir attendu cette décision pour proposer leur appartement gratuitement. Lucine, étudiante en chimie-biologie à Grenoble, détient une chambre étudiante située à 15 minutes à pied du CHU de la ville. Elle a décidé de la mettre à disposition du personnel soignant dès le début du confinement. Je me dis que c'était bête de voir certaines de mes copines qui m'envoient des messages d'internes qui dorment dans les couloirs de l'hôpital alors qu'on a des appartements vides juste à côté, a-t-elle raconté à RTL.fr. Alors vous aussi, n'hésitez pas à aider le personnel soignant dans la mesure de vos possibilités, avec les possibilités qu'on vient d'énoncer. D'ailleurs, un des bénévoles, un membre de notre équipe, Thomas Quinkis, qu'on aura dans quelques instants pour avoir un retour de son expérience. Enfin, dans tous les cas, n'oubliez pas que la meilleure façon d'aider tous ces personnels soignants est de rester chez vous. Merci Mélodie Sforza pour toutes ces précisions. Et voilà, comme tout au cours de cette émission, c'est l'heure de retrouver notre expert réseaux sociaux, Thomas Glavieux-Moreau, pour une nouvelle question posée par les internautes. Thomas, à quelle question vous répondez maintenant qui a été posée sur Twitter ? Eh ben, je vais répondre à la question de Mathilde. Une question très simple puisqu'elle est inquiète, ça se voit. Et comme tous les Français, elle est inquiète pour elle et pour ses proches puisqu'on sait que c'est une maladie qui s'attaque à tout le monde. Et elle a une question qui est très simple. Il y a combien de jours d'incubation pour savoir si on a ou non le coronavirus ? Alors, selon les tests qui ont déjà été faits et qui sont plus ou moins vrais, la période d'incubation serait de 4,9 jours. Voilà, après 4,9 jours, on sait si oui ou non on aurait le coronavirus. Il y a même l'étude de Guan, WNO, on va le dire comme ça, c'est un docteur chinois qui lui a dit que la médiane était de 4 jours. Voilà, après 4 jours, on sait si oui ou non on aura des symptômes qui vont s'avérer plus intenses ou ce qui vont après partir dans la négativité. Donc entre 4,9, 4 et puis ça peut monter jusqu'à 6,4 jours. Mais au-delà d'une semaine, c'est que ça devient très important et qu'il faudra aller consulter autrement que de rester confiné chez soi.
Parfait, merci à vous Thomas Glavieux-Moreau d'avoir un petit peu rassuré Mathilde qui avait l'air d'être un petit peu inquiète sur la durée d'incubation. On vous retrouve tout au long de cette émission pour répondre aux questions des réseaux sociaux. Et juste avant d'être en ligne avec Thomas Quinquis, un des membres de notre équipe qui est aussi bénévole dans un centre d'urgence Covid-19 à Taverny, on va revenir sur la réserve sanitaire. C'est pour aider le personnel soignant face au nombre toujours plus important de patients malades du coronavirus. La France peut compter à présent sur sa réserve sanitaire. Théo Grévin, pouvez-vous nous en dire plus ? Bonjour, pour faire face à la pandémie qui se propage en France, le gouvernement a décrété le stade 3. Il a aussi appelé le personnel soignant libéral à rejoindre donc la réserve sanitaire qui a été déployée pour épauler le personnel hospitalier. Alors cette réserve, elle intervient depuis 10 ans en renfort auprès d'acteurs de l'offre de soins confrontés à des situations sanitaires exceptionnelles comme la gestion du Covid-19. Elle n'intervient pas en premier secours, mais en appui des acteurs sanitaires qui seraient dépassés. Elle est constituée de professionnels de santé volontaires, comme des médecins à la retraite, des infirmiers ou des étudiants en médecine. Et pour l'instant, tout ce personnel soignant libéral répond présent pour aider à enrayer l'épidémie du coronavirus. Tout à fait, puisque selon les Échos, 13 000 nouvelles inscriptions ont été recensées depuis la fin du mois de décembre. Ils sont à 62% infirmiers, aides-soignants ou psychologues, à 28% médecins, sages-femmes, psychiatres et pharmaciens, et 10% ne sont pas des soignants, mais sont secrétaires médicaux ou ambulanciers. Alors il faut savoir que les membres de cette réserve sont payés. La rémunération s'élève à 300 € par jour de mission pour les médecins, pharmaciens et sages-femmes, et 125 € pour les psychologues et les infirmiers. Et cette réserve sanitaire a été déployée à plusieurs reprises ces dernières années. Oui, elle est indispensable pour le ministère de la Santé qui l'a déployée près de 200 fois depuis sa création en 2007, que ce soit pour l'ouragan Irma ou après les attentats de 2015. À ce jour, 21 000 personnes sont inscrites dans la réserve sanitaire, mais seuls 3 600 y sont réellement engagés, dont 240 mobilisés dans le cadre de l'épidémie de coronavirus. Alors ces renforts sont mobilisables à tout moment par l'État, mais elle manque encore de bénévoles, cette réserve sanitaire, car contrairement à la réserve militaire, et c'est 51 700 réservistes opérationnels. Merci Théo Grévin pour ces précisions sur la réserve sanitaire dont on parle beaucoup ces derniers temps pour venir en aide au personnel soignant qui commence à être débordé. C'est une peur qu'il y a dans les différents hôpitaux de France, c'est la submersion par le virus. Dans quelques instants, on reviendra sur le projet de loi d'état d'urgence sanitaire qui est à l'Assemblée en ce moment et on fera aussi un récapitulatif des personnes qui sont autorisées ou non à aller travailler. Mais avant ça, on retrouve Thomas Quinquis qui est journaliste à Fréquence ESJ, mais qui, pendant cette période d'épidémie, a fait le choix d'être bénévole et d'aider dans un centre d'urgence Covid-19 à Taverny. Bonsoir Thomas Quinquis. Bonsoir Bastien. Bonsoir Thomas. Alors, comment ça se passe ? Comment bénévole dans ce centre d'urgence Covid-19 ? En fait, j'ai la chance d'avoir un ami dont la mère est médecin généraliste. Elle a été à la base de ce projet de création d'un centre dans la région. Son but était en fait de désenclaver les salles d'attente, ces salles d'attente et les salles d'attente des urgences. Donc voilà, elle a créé ce centre-là et puis son fils m'a demandé de venir donner un petit coup de main pour être un petit peu les petites mains entre les médecins et les infirmières. Alors, qui on reçoit là-bas ? Est-ce qu'on reçoit directement des malades ? Est-ce qu'on fait de l'aide plutôt au niveau de la logistique ? Comment ça se passe ? Quel travail vous avez ? Alors, déjà, on reçoit des gens qui ont des symptômes. On ne reçoit pas des personnes qui doivent être prises en charge par le SAMU. On ne reçoit pas de personnel soignant qui voudrait se faire tester. Il n'y a pas de dépistage sur place. Et ensuite, nous, notre rôle en tant que bénévole, et le mien du coup, puisque je n'ai pas de connaissance de la médecine, ça va être de prendre en charge le patient une fois qu'il a vu les infirmières et qui lui ont fait des tests, prise de température et qu'il a rempli un questionnaire pour savoir un petit peu les symptômes qu'il avait. Moi, je prends en charge la personne. Je l'amène se laver les mains parce qu'en fait les gens ne savent pas se laver les mains. Moi je ne le savais pas non plus, on me l'a appris. Donc pour que il y ait pas pour qu'on soit en bonne condition sanitaire. Et ensuite j'amène la personne, je réponds à ses questions s'il y a besoin et puis je l'amène ensuite voir le médecin. À partir de là, elle voit le médecin et le médecin décide si la personne peut rentrer chez elle
avec tout simplement du Doliprane, et dans ce cas-là, elle se met en confinement chez elle. Ou alors, si la personne est dans un état trop grave, un camion de pompiers attend juste à côté du centre Covid, et la personne ira directement aux urgences. D'accord. Et donc, ce centre, il sert non pas à dépister, parce qu'on ne peut pas être sûr, en tout cas en étant au centre, que la personne est contaminée ou pas, mais en tout cas avoir des premières mesures préventives, ou alors si on se rend compte que les symptômes sont beaucoup plus graves, d'agir et là d'envoyer la personne dans un établissement qui pourra le soigner. C'est ça. Le but, et on le dit bien aux gens, on ne fait pas de dépistage. Le dépistage sur les gens de la population, ça ne se fait pas, on n'a pas les moyens de le faire, pas comme en Asie en tout cas où ils ont pu le faire. Nous, le but, c'est de recevoir des gens dans ce centre-là pour un petit peu désenclaver, enlever un peu tout ce monde qu'il y a dans les salles d'attente, les personnes qui vont courir aux urgences dès qu'ils vont avoir un premier symptôme. Donc, dès qu'ils ont un symptôme, ils viennent nous voir, nous, pour qu'on leur dise voilà si c'est vraiment le cas, ou alors si c'est rien d'autre qu'un petit rhume ou une autre maladie qui ne nécessite pas la prise en charge par le 15. Donc grâce à ça, vous soulagez déjà les urgences de certains hôpitaux, vous soulagez aussi le numéro d'appel, le 15, qui est surchargé un petit peu en ce moment, et puis vous faites de la pédagogie, donc vous apprenez aux gens à adopter les bons gestes dans ce centre d'urgence. C'est ça, la pédagogie commence déjà en fait avec les infirmières qui vont recevoir le patient et qui vont lui donner les gestes à suivre une fois que la personne rentrera chez elle. Comme je vous l'ai dit, voilà, bien se nettoyer les mains, les zones à désinfecter chez soi, donc tout ce qui est poignée de porte, poignée du frigo, voilà, toutes les zones auxquelles on ne pense pas mais que les gens touchent tout le temps. Et si ces personnes-là ont le Covid, il ne faut pas que ça se transmette à d'autres personnes qui se trouvent dans le foyer. Donc il y a beaucoup de pédagogie là-dessus, il y a beaucoup de pédagogie sur le lavage de mains et beaucoup de pédagogie aussi sur ne pas courir au SAMU, ne pas courir aux urgences au moindre petit problème. Passez d'abord chez nous, n'allez pas prendre de la place aux urgences à la place de personnes qui en auraient vraiment besoin. Voilà. Question plus personnelle maintenant, c'est donc un ami, un de vos amis dont la mère est médecin qui vous a demandé de venir. Est-ce que vous avez hésité? Est-ce que vous avez eu peur un petit peu avec le virus qui peut effrayer, il y a de plus en plus de morts. Est-ce que vous avez hésité avant de vous engager bénévolement? Forcément, on se pose toujours la question, sachant qu'en plus, en confinement, moi, je vis pas tout seul en confinement, donc on pense aux personnes aussi avec qui on vit. Donc oui, forcément, on se pose la question. Maintenant, je l'ai fait parce que c'est un ami que je connais depuis des années et il avait besoin de moi, donc j'y suis allé. Et puis une fois arrivé sur place, on est encadré par des médecins, des infirmiers, des infirmières. Ils nous donnent les gestes barrières, les choses à faire et à ne pas faire. On a la chance d'être bien protégés pour l'instant. On a du matériel, on reçoit beaucoup de dons. Donc on n'est pas en contact avec les gens directement. On a des masques, on a des charlottes, on a des gants. Donc on est plutôt bien protégés. Pour l'instant, j'ai pas de problème, je n'ai pas de symptômes, on va dire, de Covid. Je me porte très bien et puis je continuerai à aider les gens tant que la santé est bonne. Et on parle aussi souvent, pour dernière question, de la forme physique et mentale des personnels soignants, qui peuvent être très éprouvés à force de travailler. Comment est l'ambiance dans ce centre à Taverny? Est-ce qu'elle est plutôt bonne? Le moral est assez bon ou c'est un peu pesant? Non, le moral est plutôt bon. On vient d'ouvrir le centre là lundi, donc c'est encore les débuts. En plus de ça, les personnes sont des bénévoles, aussi bien les médecins que les infirmiers et infirmières. Donc ce sont soit des personnes qui n'ont pas d'emploi en ce moment, qui sont au chômage et qui du coup viennent donner un coup de main, ou ce sont des personnes retraitées qui vont donner un coup de main. C'est rare qu'on ait des professionnels de santé qui viennent sur leur temps libre, on va dire, parce que je pense que ces personnes-là n'ont même pas de temps libre d'ailleurs. Donc pour l'instant, on n'est pas débordé encore, on gère ça plutôt bien, c'est sur prise de rendez-vous en plus pour l'instant, donc l'arrivée des patients se fait plutôt bien. Donc voilà, l'ambiance est bonne. On espère que ça va tenir encore le plus longtemps possible. Mais en tout cas, on s'entraide et puis l'ambiance est bonne et tout se passe bien pour l'instant. Merci Thomas Quinkis, en tout cas déjà pour ce que vous faites en tant que bénévole et puis d'avoir répondu à toutes nos questions pour nous expliquer un petit peu à quoi servaient ces centres et puis pour que les gens comprennent un peu mieux pourquoi c'est important de se rendre là si on n'est pas sûr de ces symptômes pour pouvoir en tout cas déjà avoir un premier avis médical. Merci à vous Thomas,
l'heure de retrouver un autre Thomas de l'équipe, mais Glavieux Moreau cette fois-ci, notre spécialiste réseaux sociaux. Voilà, pour répondre à une nouvelle question. Thomas, Glavieux Moreau, quelle question vous avez trouvée sur Twitter à laquelle répondre? Effectivement, on retourne sur Twitter, Bastien. Et où en sont les recherches concernant un éventuel vaccin ou un traitement sur le virus? C'est Paul qui nous pose la question. Et la réponse est plutôt simple, et c'est Olivier Véran qui l'a donné lui-même. Le corps médical a lancé des recherches poussées et attend les résultats qui devraient arriver normalement, je le cite, d'ici à 15 jours. Nous devrions avoir des données qui sont solides. Voilà, on le sait, l'Institut Pasteur y est à temps plein, tout comme le docteur Raoult, on en parlait tout à l'heure, du côté de Marseille. Il y a des avantages et des inconvénients dans tout ce que ces laboratoires cherchent. En avantage, on a le fait que tous ces médicaments sont disponibles, puisqu'on n'essaye pas d'inventer quelque chose de nouveau pour le moment, pour limiter la casse, on va dire malheureusement, mais on n'essaie pas de chercher quelque chose de nouveau, on n'utilise que des médicaments qui sont disponibles dans les laboratoires pharmaceutiques. Cependant, les inconvénients, ils arrivent très rapidement, puisque si on utilise des médicaments qui sont déjà disponibles, c'est qu'ils ne sont pas spécialement créés pour ce Covid-19 et donc du coup qu'ils n'auront pas un effet qui sera à 100%. Donc au niveau français, pour le moment, ça avance petit à petit, mais dans 15 jours, on aura une réponse qui sera bien plus solide. En revanche, à l'étranger, les États-Unis ont déjà annoncé également qu'ils ont lancé des essais qui sont un petit peu plus solides qu'en France pour le moment. Et en Chine, ils ont déjà commencé, eux par contre, à tester le vaccin sur 108 volontaires chinois, des volontaires chinois qui participent à un essai clinique, premier vaccin contre le Covid-19 donc, puisque c'était les premiers touchés. Ils ont eu un petit peu plus de temps, développé par les scientifiques militaires du pays qui ont reçu les premiers volontaires ont reçu des injections vendredi 20 mars. Donc voilà, et puis après, on finit rapidement avec le côté en Allemagne, avec le président allemand du club d'Offenheim qui lui a voulu lancer directement un vaccin. On n'en connaît pas plus pour le moment, mais à noter que tous les domaines, même celui footballistique avec ce président d'Offenheim, cherchent à trouver la solution à ce Covid-19. Très bien, merci Thomas Glavieux Moreau pour cette réponse. Voilà, où en est-on des vaccins, où en est-on de l'avancée des scientifiques, donc qui prendra sûrement, c'est normal, un petit peu de temps. On en reviendra un petit peu plus tard, mais aussi pour faire face à cette épidémie de coronavirus, l'exécutif doit aussi mettre des choses en place, et la loi qui instaure l'état d'urgence sanitaire pour une durée de 2 mois a été promulguée hier et publiée aujourd'hui au journal officiel. Alors, pour aider l'exécutif à mettre tout cela en place, le texte va venir encadrer les mesures exceptionnelles prises depuis le 16 mars pour limiter la propagation du coronavirus. Elle met en place la réunion d'un comité de 12 scientifiques avec lesquels Emmanuel Macron s'est entretenu cet après-midi. Paula Monestier-Andrény, vous nous en parlez un petit peu plus précisément. Il se nomme le CAR, soit le Comité Analyse, Recherche et Expertise. Il est présidé par la prix Nobel Françoise Barré-Sinoussi, virologiste à l'Institut Pasteur et à l'INSERM. Les avis de ce comité seront rendus publics périodiquement et il sera dissous à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Pour le gouvernement, le Premier ministre obtient la possibilité par décret d'instaurer de nombreuses prérogatives de restrictions sociales et de confinement, ce qu'il a fait dès lundi soir pendant le 20h de TF1 en limitant les sorties à moins d'1 kilomètre de son domicile pour une durée d'1 heure. Il a indiqué la fermeture des marchés sauf dérogation des préfets. Et enfin, un placement lié à un motif de santé sont autorisés uniquement si on a été convoqué. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a proposé une formule graduée en cas de violation des obligations et interdictions. La première amende est toujours de 135 €, majorée à 375 € en cas de non-paiement dans les 45 jours. Et si au bout de 15 jours, il y a récidive, le montant peut varier entre 1 500 et 3 000 €. Et s'il y a dans les 30 jours une troisième infraction, la note est salée, 6 mois d'emprisonnement, 3 750 € d'amende et potentiellement une peine complémentaire de travail d'intérêt général. Pour faire respecter les mesures, la police municipale, les agents de surveillance et les gardes champêtres peuvent constater les manquements. Et alors que le premier tour avait été maintenu, le texte annonce aussi le report des élections municipales.
Pour les candidats élus dès le premier tour, le résultat est définitif. Ils prendront leurs fonctions à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin. Mais pour les communes sans conseil municipal après le premier tour, le second tour est reporté au plus tard au mois de juin. Cela s'il n'y a pas d'avis contraire de la part du conseil scientifique, dans un rapport qu'il devra remettre au plus tard le 23 mai. Il faudra ensuite attendre un conseil des ministres pour déposer la date par décret au plus tard le 27 mai. Et jusqu'au mardi suivant la publication du décret de convocation des électeurs, les déclarations de candidature du second tour pourront être déposées. En revanche, si le deuxième tour ne peut pas se tenir, les mandats des actuels élus et représentants seront prolongés sur une durée fixée par la loi. Les résultats obtenus le 15 mars seront donc annulés et les électeurs seront appelés à retourner aux urnes à une date ultérieure pour les deux tours du scrutin. Le gouvernement peut désormais, en matière économique, financière et sociale, prendre des mesures par ordonnance. C'est-à-dire que ces mesures qui sont à l'origine législative, donc qui dépendent de la loi, seront prises par l'exécutif. À noter que le président du Sénat, Gérard Larcher, a manifesté son envie de voir le Parlement exercer un contrôle sur l'application de l'état d'urgence. Pour les mesures d'urgence économique, il y a le soutien à la trésorerie avec un fonds partagé avec les régions et des dispositions ont été prises pour que la continuité des droits des assurés sociaux et l'accès aux soins soient efficaces. Le report et l'étalement du paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité sera possible pour les entreprises, notamment les très petites sociétés. Et toujours dans le monde du travail, une diversité de mesures ont été envisagées. Certaines vont permettre à un employé d'imposer à ses salariés une semaine de congés payés durant la période de confinement sous réserve de l'accord de l'entreprise. Et à l'inverse, il sera possible de déroger aux 35 heures en permettant, je cite, aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d'ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical. Ce qui est certain à travers cet état d'urgence sanitaire provisoire est qu'il y aura un avant et un après, en espérant que de nouveaux acquis sociaux émergent de cette crise. Merci Paula Monessi-Andrani pour ce petit point sur les mesures qui ont été mises en place, le projet d'état d'urgence sanitaire qui a été adopté. Et on va maintenant faire un point sur quelque chose qui fait débat. On a annoncé le confinement, en tout cas le président de la République a annoncé un confinement, mais a demandé à certains secteurs de continuer à travailler, de continuer à se rendre au travail, même pour ceux qui ne pouvaient pas faire de télétravail. Et les Français se posent encore beaucoup de questions sur les mesures prises face à l'épidémie de coronavirus. Qui peut encore travailler et qui ne le peut pas? La réponse avec Madame Langis. Le 14 mars dernier, Édouard Philippe annonçait la fermeture de tous les commerces non essentiels à la vie de la nation, comprendre les restaurants, les cafés, les magasins de prêt-à-porter, cinéma ou encore discothèques, les musées, châteaux ou encore les monuments sont également de la liste. La plupart des employés de ces établissements se retrouvent donc au chômage partiel. Pour les autres, il faut favoriser au maximum le télétravail. Le télétravail, c'est d'ailleurs ce qu'encourage à développer le gouvernement dès que cela est possible. 8 millions de personnes pourraient en faire partie selon Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Doivent travailler, bien évidemment, tous les soignants qui sont au front depuis le début de l'épidémie et tous les personnels des commerces alimentaires, des pharmacies, des banques et de tous les services publics. Alors, tout le personnel, pas vraiment. Si vous faites partie des personnes fragiles avec des antécédents de troubles respiratoires, par exemple, ou que vous devez garder un enfant de moins de 16 ans, vous pouvez obtenir une dérogation. On a listé les secteurs les plus cités en première ligne, mais il y a en réalité énormément de métiers qui doivent continuer à travailler. La ministre du Travail l'a rappelé sur BFM TV, dans le secteur économique, on a besoin aussi d'une chaîne, c'est une autre forme de solidarité. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont interdépendants. Tous ne peuvent pas faire du télétravail. Les chauffeurs, livreurs sont donc par exemple réquisitionnés. Les commerces de maintenance informatique qui permettent d'organiser le télétravail et de dépanner toutes les structures restent ouverts. Le bureau de tabac et de presse, les stations essence le sont aussi. Tout un système s'organise également autour des soignants. Si vous êtes donc enseignant ou animateur, vous faites sûrement partie d'un roulement pour garder les enfants des soignants. Les hôteliers sont beaucoup aussi à continuer de travailler pour permettre aux soignants de dormir non loin de leur lieu de travail, tout comme les taxis qui se mettent à disposition. Éboueurs, garagistes, agriculteurs, facteurs ou encore plombiers, ce sont tous des métiers qui sont nécessaires dans la vie de tous les jours. Alors évidemment,
Pour les pompiers, par exemple, ils n'interviennent qu'en cas d'urgence. Il s'agit de limiter les déplacements. C'est aussi le cas, par exemple, pour les professionnels du bâtiment qui maintiennent uniquement les chantiers les plus urgents. Les employés d'usines alimentaires ou qui concernent l'eau ou l'électricité doivent eux aussi continuer leur travail, tout comme on le rappelle les forces de l'ordre. Les pompes funèbres sont aussi en première ligne. Tous ces métiers, en fait, sont essentiels pour que la France continue de tourner, même au ralenti. Au ralenti, ça veut donc aussi dire forcément que selon les entreprises, certains salariés prennent leur congé ou sont mis au chômage partiel, le but étant d'éviter tout licenciement. Et pour tous ceux qui ne peuvent plus travailler, le ministre de l'Agriculture a lancé un appel. Il a lancé un appel à l'armée de l'ombre des hommes et des femmes qui n'ont plus d'activité à cause du coronavirus. Il demande simplement à ces personnes d'aller aider les agriculteurs français s'ils le peuvent, qui manquent aujourd'hui beaucoup de main-d'œuvre pour assurer la grande distribution. Merci Manon Blanchis pour ces précisions sur qui a le droit encore de travailler ou non, qui est réquisitionné, et si vous continuez de travailler par exemple de chez vous avec le télétravail. Et juste avant de faire un petit point sur la situation à l'international, en s'intéressant à 3 pays, la Chine, les États-Unis et l'Italie, on aura d'ailleurs une étudiante de Rome pour avoir un retour sur la situation donc dans le pays de nos voisins de l'autre côté des Alpes. On fait encore un petit point avec Thomas Glavieux-Moreau. C'est notre fil rouge de l'émission, c'est les questions des internautes. Thomas, quelles questions avez-vous trouvées sur Twitter, sur le Twitter de Fréquence ESJ qui vous a été posée? Et cette fois-ci, Bastien, c'est Sacha qui nous a envoyé un petit mot. Il regarde BFM, Sacha, il s'informe sur l'actualité. Il nous a juste envoyé hier un spécialiste interviewé donc par BFM TV affirmer que le pic de la pandémie serait peut-être atteint entre le 25 et le 28 mars. Est-ce que cette projection est réaliste ou devons-nous attendre à avril, mai, comme certains l'avaient dit avant? Alors, honnêtement, je suis très embêté. Bastien, pour répondre à cette question, j'ai cherché encore. Et le problème, c'est que j'ai 120 réponses. Puisque, certes, il a vu un spécialiste sur BFM TV hier, mais d'autres spécialistes disent que l'Italie n'a pas encore atteint ce pic et ils ont 15 jours d'avance sur nous. D'autres disent qu'il est pour dans 2-3 jours, le pic du côté de l'Hexagone. Et puis après, certains encore autres spécialistes disent que le pic sera autour du 10-15 avril. Donc, ça fait beaucoup d'avis qui divergent énormément sur ce fameux pic. En tout cas, tout ce qui est sûr, c'est qu'on est dans la vague et qu'il faut qu'on en sorte le plus rapidement de cette vague. Merci Thomas Glavieux-Moreau. Vous continuez à répondre aux questions des internautes tout au long de cette émission. Et maintenant, on fait un point sur la situation à l'international. Depuis le début de cette émission, on a vu la situation en France, mais bien sûr, le virus touche tous les pays, ou presque, dans le monde. Et il y a un pays qui sort de cette épidémie, c'est la Chine. Alors qu'à Wuhan, berceau de l'épidémie, le confinement s'apprête à être levé. La Chine vient d'annoncer aujourd'hui l'apparition de nouveaux cas de Covid-19. Alors, si la plupart sont importés de l'étranger, ces nouvelles contaminations font craindre en Chine une nouvelle vague de contagion. Axel Rebaud. En quarantaine et coupée du monde depuis 2 mois, la ville de Wuhan pourrait bien s'animer à nouveau dans les prochains jours. La Chine n'a observé qu'un très faible nombre de nouvelles contaminations lors de ces dernières semaines dans le Hubei, la province de Wuhan. Le gouvernement prévoit donc de lever les interdictions de déplacement des habitants de la région d'ici le 8 avril prochain. Afin de se déplacer, les habitants devront alors prouver qu'ils ne sont pas atteints du coronavirus. Les personnes qui souhaiteront entrer ou sortir de Wuhan ne le pourront que s'ils présentent certains documents. Ces derniers seront remis par les autorités et attestent de leur non-infection par le coronavirus. Toutefois, les écoles de toute la province resteront pour l'instant fermées. Et cette prochaine réouverture de Wuhan intervient cependant alors que de nouveaux cas se sont déclarés dans le pays. 78 nouvelles personnes infectées ont été recensées rien qu'aujourd'hui. Ces dernières font monter à 427 le nombre de cas importés en Chine, majoritairement des citoyens chinois regagnant leur pays. On ne sait pas encore si ces nouveaux cas vont retarder encore un peu les prochaines sorties des habitants. 7 décès supplémentaires liés au coronavirus ont été observés aujourd'hui. La quasi-totalité de ces nouveaux cas concerne donc des voyageurs arrivés récemment en Chine continentale. La Commission nationale de la santé a précisé dans un communiqué que 74 de ces 78 nouvelles contaminations d'aujourd'hui impliquent des personnes venant de l'étranger. Le gouvernement chinois veut donc envoyer un message clair. L'épidémie est selon eux contenue sur le continent et les nouveaux cas viennent principalement de l'extérieur. Afin de contrôler les risques d'importation du virus, la Chine a rapidement pris ses dispositions. Depuis lundi, tous les vols à destination de Pékin doivent faire une escale dans un autre aéroport du pays. Une fois atterris, les passagers doivent tous passer un dépistage au coronavirus.
Seules les personnes testées négatives pourront reprendre l'avion pour enfin atteindre la capitale. Avec 80 000 cas de contamination et 3 277 décès confirmés pour l'instant, la Chine reste le deuxième pays le plus lourdement touché par l'épidémie derrière l'Italie. Merci Axel Rebaud pour ce petit point sur la Chine qui a été le foyer de cette épidémie. Mais comme vous venez de le dire, elle reste aujourd'hui derrière l'Italie. On parlera de la situation de l'Italie justement dans quelques instants et on sera en liaison avec une étudiante à Rome en Erasmus qui vit cette épidémie au cœur puisqu'elle est dans la capitale italienne. Mais en attendant, on fait un point également sur un autre pays qui commence à rentrer dans cette crise. C'est les États-Unis. 10 000 nouveaux cas sont recensés par jour. Les villes de Chicago, Los Angeles, Washington et New York sont confinées, mais il n'y a pas de police dans les rues. Les mesures prises ne sont pas à la hauteur de la pandémie. Mélodie Sforza. Les autorités new-yorkaises réclament à Donald Trump un confinement national. Les États-Unis comptent désormais 560 décès, dont 100 à New York. Face à cette situation, le maire de la ville conseille aux New-Yorkais de rester confinés chez eux, excepté en cas de déplacement nécessaire. Cette règle est également valable pour les villes de Washington, Chicago et Los Angeles, mais aucune sanction n'est appliquée en cas de non-respect des règles. Ce n'est pas suffisant, il faut qu'on prenne des mesures extrêmes. Les gens n'appliquent pas sérieusement les recommandations de confinement, a déclaré Bill de Blasio, le maire de New York. Par mesure de sécurité, il demande aux entreprises privées de fabriquer le plus de respirateurs et de masques possible. En Californie, les mesures prises ne sont pas respectées. Les habitants continuent de faire massivement du sport sur les plages, par exemple. Les rues sont désertes à Downtown, Los Angeles et sur l'énorme réseau routier. Sur la côte, le chemin est différent. Les plages sont bondées de monde, connue pour être la ville du culte du corps. Les habitants de Los Angeles ont tous migré vers la plage pour exercer leurs activités sportives. Impossible pour eux de ne pas faire de sport. Les salles de sport étant fermées, ils se retrouvent tous sur la plage. Au programme yoga, aérobic ou encore zumba. Samedi dernier, une caravane de pick-up est passée sur la plage pour enlever tous les filets de volleyball. Toute la semaine, les joueurs avaient continué à faire des compétitions. Et Donald Trump refuse d'instaurer un confinement national à cette étape. Pour l'instant, Donald Trump refuse d'instaurer de telles mesures. Le président américain reste inquiet de l'impact que pourrait avoir le confinement sur l'économie. Pourtant, un Américain sur 3 est déjà censé vivre confiné. Hier, il a déclaré que les États-Unis allaient très bientôt se rouvrir au monde des affaires. Depuis le début de l'épidémie, Donald Trump a minimisé l'impact de l'épidémie et a dit que tout irait bien. Il a ensuite progressivement changé de ton, mais reste pris entre deux feux. Il sait que sa réélection se jouera sur sa capacité à sortir le pays de la crise. Le système de santé des États-Unis est très mal préparé à une pandémie. Les demandes d'allocation chômage commencent à exploser. Donald Trump faisait de sa réussite sur le plan économique son principal argument de campagne. Face à la chute en quelques jours de la bourse de Wall Street, Donald Trump reste très inquiet. Et Donald Trump compte sur la chloroquine pour guérir les personnes atteintes du Covid-19. Selon lui, le médicament pourrait être un don du ciel. Merci Mélodie Sforza. Et on continue au cours de cette émission, au cours de Sortez dedans, à faire un point sur toutes les informations relatives à cette épidémie de coronavirus. Dans quelques instants, on s'attardera dans Sortez dedans à la situation de l'Italie. On sera en ligne avec une étudiante qui est basée à Rome. Mais juste avant ça, on fait encore un point avec notre expert réseaux sociaux, Thomas Glavieux-Moreau. Quelles questions vous avez encore récupéré sur le Twitter, le Facebook, l'Instagram de Fréquence ESJ où, je vous le rappelle, vous pouvez tous aller vous abonner. Thomas Glavieux-Moreau. Effectivement, Bastien, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. J'y répondrai. Et il y a énormément de questions. Comme je vous le disais tout à l'heure, le Covid-19 est un sujet qui intéresse énormément. Et cette fois-ci, c'est Le Fumier qui nous a envoyé une petite question. Chez les chercheurs, il y a deux camps. Ceux qui disent que le Covid-19 s'attrape dans l'air et les autres qui disent que les tests en laboratoire ne sont pas transposables dans la vie réelle. Est-ce qu'on a des informations? Bien sûr qu'on a des informations, Le Fumier. Et puis, on a des informations du fait que les deux camps ont raison, mais il faut respecter les gestes barrières, c'est le plus important. Tousser dans son coude, respecter le confinement, rester chez vous, c'est le hashtag qui est le plus réputé en ce moment et c'est ce qu'il faut faire. Et un petit exemple, Bastien, par exemple, imaginons, on suit les consignes d'Édouard Philippe, le Premier ministre, qui l'a annoncé hier. On va courir dans un rayon de 1 km autour de chez nous et puis on fait moins de 10 km. Ne vous inquiétez pas pour ça, mais on court pas souvent, on a juste envie de prendre l'air un petit peu.
et on n'est pas habitué, on tousse, on est obligé, je suis désolé, mais on est obligé de cracher comme certains coureurs le font. Et c'est dans ces petits crachats, dans ces petits postillons que le coronavirus peut s'attraper. Donc, il est bien sûr dans la vie réelle, il est transposable et il s'attrape dans l'air, puisque si à un moment donné, dans la voiture, il atterrit, vous passez à côté d'une maison, il arrive sur une poubelle, on peut l'attraper absolument partout. Il faut donc faire très attention, respecter les gestes barrières et le plus possible, rester chez vous. Voilà. Merci Thomas Glavieux-Moreau. On vous retrouve encore au long de cette émission pour répondre aux questions des internautes sur les réseaux sociaux dans Sortez dedans, donc l'émission qui vous informe autour du coronavirus tous les mardis soirs. Et maintenant, après avoir parlé à l'international de la situation de la Chine qui commence à sortir de cette épidémie, des États-Unis qui commencent à y rentrer, on s'intéresse maintenant à l'Italie. Après donc les deux pays précédents, on continue donc notre tour du monde. Des pays touchés par le Covid-19. Ludmilla Clocher, vous faites le point donc, sur nos voisins lombards. C'est le deuxième pays le plus touché au monde. L'Italie totalise ce soir environ 70 000 cas et plus de 6 700 décès, dont 743 morts dans la journée. Un nombre de létalité 2 fois supérieur à celui de la Chine. Mais il faut préciser que dans son nombre total de décès, l'Italie a fait le choix d'intégrer les patients morts du Covid-19 et ceux positifs au virus, mais morts d'une autre pathologie, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Et ce lundi, l'Italie a enregistré une deuxième baisse consécutive du nombre de morts et de nouveaux cas positifs. La diminution de nouveaux cas donnait de l'espoir aux Italiens, mais Giulio Galera, responsable de la santé au sein du gouvernement régional de Lombardie, la région la plus touchée par le virus, prévenait déjà « Ce n'est pas encore le moment de crier victoire, mais nous voyons une lumière au bout du tunnel ». Alors, après l'arrivée sur le sol italien de médecins chinois, cubains et russes, et pour augmenter les chances du pays de sortir au plus vite de la pandémie, le gouvernement a étendu les mesures de confinement. Giuseppe Conte, Premier ministre italien, a annoncé sa décision de fermer toute activité de production sur le territoire qui ne serait pas strictement nécessaire, cruciale et indispensable afin de garantir les biens et les services essentiels. Les Italiens ne doivent donc plus sortir de leur commune, sauf en cas d'urgence absolue ou pour des raisons de santé. Désormais interdit d'aller faire du sport à l'extérieur, même seul. Les chantiers de construction et les activités artisanales non essentielles sont à l'arrêt et les marchés hebdomadaires sont également fermés. Et les contrôles sont eux aussi intensifiés. Que ce soit pour se rendre dans les pharmacies ou dans les supermarchés, les clients sont soumis à un contrôle de la température. Les forces de l'ordre ont également élargi leur contrôle, notamment des personnes qui voudraient se rendre dans leur résidence secondaire, chose qui est maintenant strictement interdite. Cela fait maintenant 2 semaines que l'Italie est en confinement national. Les Italiens pourront avoir un aperçu de la progression du virus et des résultats de cette mesure de confinement, car le virus a une période d'incubation d'environ 2 semaines. Merci Ludmilla Clocher pour ce résumé donc, de la situation actuelle en Italie et justement pour réagir à tout ça, à cette situation donc, dans le pays voisin de la France. Nous sommes en ligne avec Stella qui est étudiante en Erasmus, étudiante française à Rome. Bonsoir Stella. Alors, on a un petit problème pour joindre Stella, visiblement. On l'aura dans quelques instants. On devrait pouvoir la joindre. Donc, Stella qui est, on le rappelle, étudiante basée à Rome, donc qui a vécu au cœur son épidémie, cette épidémie de coronavirus dans le pays lombard. Alors, est-ce qu'on est en ligne avec Stella, peut-être ? Oui, bonsoir. Bonsoir Stella. Bonsoir. Alors, Stella, est-ce que je peux vous demander de mettre des écouteurs, sinon on entendra le retour Ah, oui. Alors, donc dans quelques instants, on va revenir donc sur vos impressions, sur comment vous avez vécu cette épidémie. Stella, est-ce que vous m'entendez ? Alors, on va essayer de continuer. Stella, donc cette étudiante basée à Rome, donc dans quelques instants normalement. En attendant, alors Stella, peut-être qu'on va continuer. Voilà, même s'il y a le retour. Est-ce que vous m'entendez à présent ? Oui. Bon, on va faire comme ça. Alors Stella, donc vous êtes basée à Rome. Quelle est l'ambiance dans la capitale italienne depuis le début de l'épidémie ? Alors, donc ça fait 15 jours. Et l'ambiance, c'est qu'on ne sort pas du tout, on sort juste pour faire les courses ou pour sortir les poubelles. Les
gens ne sont pas spécialement stressés. Après, je suis dans le sud, dans Rome, donc il y a moins de cas comparé dans le nord. Mais voilà, après, les gens sont très solidaires. Même quand on sort faire les courses, ils sont très calmes. Des fois, ils vous parlent. Même à 18h tous les soirs, tout le monde sort en fait sur les balcons pour remercier toutes les équipes qui travaillent pour lutter contre le Covid-19. Et on parle avec les voisins, etc. Donc, il y a une ambiance qui est quand même sereine. Et de toute façon, on sait que voilà, il faut rester chez nous et c'est le seul moyen c'est la seule chose qu'on puisse faire. Donc on respecte et on reste chez nous sans sortir. Donc, voilà. Alors pour revenir un petit peu dans le temps, donc le confinement a commencé il y a 2 semaines à peu près. Au début de l'épidémie, quelle était la réaction, en tout cas dans la population, des autorités? Plusieurs chefs de parti, l'ancien Premier ministre italien a appelé les autres dirigeants européens à agir rapidement parce que l'Italie ne l'avait pas assez fait. Il y a eu un petit peu un moment de panique dans la population italienne quand on a vu le virus s'accélérer? Non. Moi, j'ai pas du tout vu qu'il y avait un mouvement de panique. Au contraire, en fait, les Italiens ont tout de suite accepté et fait ce que le gouvernement a demandé. Et parce qu'ils savaient, justement, à cause des cas qu'il y avait eu dans le Nord, qu'il fallait réagir très vite. Et heureusement. Mais sinon, par exemple, nous, ça nous a assez étonné quand même que d'autres pays ne prennent pas l'initiative plus vite d'être en quarantaine, comme par exemple la France ou quoi que ce soit. C'était assez étonnant pour nous, Français, en Italie, qu'il y a un temps de réaction quand même beaucoup plus long de certains pays. Et par rapport à ce que vous avez connu sur le sol italien, vous avez trouvé que le gouvernement français a beaucoup trop tardé à prendre des mesures drastiques? Oui, il y a beaucoup trop tardé. Justement, la Chine et l'Italie sont les exemples de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et la France, au contraire, même certains Français, quand on a vu des vidéos qui circulaient de places dans Paris avec beaucoup de monde alors que c'était le confinement. Et non, c'est surtout pas ce qu'il faut faire, en fait. Donc, Alors, vous qui êtes donc à Rome, en Italie, vous êtes étudiante en Erasmus. Est-ce que au moment du confinement italien, vous avez hésité à peut-être rentrer en France auprès de votre famille? Non, j'ai pas hésité. J'ai préféré en fait rester à Rome parce que du fait en fait donc j'habite en Corse et pour rentrer en Corse c'est compliqué. Il faut que je passe par 2 aéroports donc ça c'est quand même il peut avoir des problèmes avec le virus. Je peux l'avoir et puis j'habite avec ma grand-mère. Donc, vu qu'elle est âgée, j'avais pas envie, voilà, d'apporter le virus ou peut-être que j'étais porteuse. Donc, j'ai préféré rester à Rome, sachant que je ne suis pas seule. On est plusieurs dans la même Français, être dans la situation. Et je me sentais quand même en sécurité. Voilà, le fait d'être pas seule et entourée surtout. Pour vous, c'était la situation, en tout cas le choix le plus sage de rester en Italie et pas de voyager et de propager le virus. Sur la question du confinement, comment s'organise le confinement en Italie? Est-ce que c'est très respecté par la population maintenant? On a vu la multiplication des morts, les chiffres tombent tous les soirs et sont encore très importants, même si il y a une légère baisse. Comment ça se passe? Est-ce que les gens respectent? Est-ce qu'il y a une grosse présence policière dans les rues à Rome? Alors oui, les gens respectent. Moi, j'étais sortie donc le premier jour, donc c'était pas encore le confinement total. Il y avait encore les restaurants qui étaient ouverts, donc j'avais pu manger au restaurant. Mais après cet autre jour, en fait, donc oui, il y a des policiers un peu partout dans les endroits stratégiques de Rome. Au début, les gens ils sortaient courir, mais maintenant, il n'y a vraiment plus personne dans les rues. On entend juste les ambulances et les transports en commun passer, mais sinon, mis à part ceux qui travaillent pour les services prioritaires, pharmacie, etc. Mais non, sinon tout le monde respecte bien. Et dernière question, avec ce confinement qui commence à durer un petit peu maintenant, est-ce que le moral des Italiens, en tout cas de ce que vous voyez depuis Rome, est quand même assez bon? Est-ce qu'il y a un gros soutien envers le personnel hospitalier? Tout le monde se fait à ce confinement finalement, qui commence à durer? Oui, je pense que après, je pense que le moral joue un peu, mais les Italiens quand même, ils ne leur relâchent pas, ils sont quand même toujours là tous les soirs pour féliciter ceux qui aident contre le Covid-19. Et justement, après, ils sont très famille, ils sont tous regroupés en famille dans les appartements, donc ce qui permet aussi d'éviter d'être pas bien. Mais non, je trouve qu'il y a une cohésion en fait. Les Italiens sont très cohésion.
et c'est plutôt agréable justement. Merci beaucoup Stella, en tout cas d'avoir témoigné dans Sortez dedans pour voilà, la situation en Italie actuelle. Merci à vous et on va maintenant passer à notre rubrique réseaux sociaux, notre fil rouge avec Thomas Glavieux-Moreau, notre spécialiste des réseaux sociaux qui a encore trouvé une nouvelle question à laquelle répondre. Quelle est-elle, Thomas ? Eh oui, une nouvelle question, Bastien. C'est une question que se posent énormément de personnes. Je l'ai vu qu'une fois, ça m'a étonné. C'est une question qui est très simple. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs fois le virus ? Je me suis permis d'appeler un ami médecin pour avoir la certitude et il m'a répondu tout simplement. Est-ce qu'on est capable d'avoir plusieurs fois la grippe ? Oui. Est-ce qu'on est capable d'avoir plusieurs fois la gastro-entérite ? Oui. Donc, on est bien entendu capable d'avoir plusieurs fois le Covid-19. Après, il m'a bien entendu ramené sur Terre. Mais il m'a ramené sur Terre en me disant simplement que le Covid-19 venait d'arriver. On parle côté français. Il venait d'arriver entre l'avoir eu, être guéri et le re-avoir. Je pense qu'on n'y est pas encore. Mais oui, le Covid-19 peut sévir 2 fois chez la même personne. Merci Thomas Glavieux-Moreau d'avoir encore répondu à la question d'un internaute. Alors n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions sur le Twitter de Fréquence ESJ, voilà, pour la semaine prochaine et Thomas continuera de répondre à toutes vos interrogations et on continue cette émission de Sortez dedans en s'intéressant maintenant autre point important de l'information autour du coronavirus, c'est la question des masques pour les personnels soignants. Les médecins s'alarment depuis plusieurs jours sur leur capacité à continuer à soigner les malades du Covid-19 s'ils ne reçoivent pas au plus vite des masques qui les protègent eux-mêmes du virus. On fait le point avec Théo Grévin. C'est le matériel de protection indispensable pour éviter au personnel soignant d'attraper le virus, mais pourtant il est aujourd'hui trop peu présent dans les hôpitaux français, la faute au stock pas assez important pour faire face à la demande. En effet, selon des collectifs de médecins, il faudrait chaque jour 15 millions de masques FFP2, soit 105 millions par semaine. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a lui déclaré que la France possédait un stock de 150 millions de masques, mais pas de type FFP2, qui sont des masques plus efficaces pour limiter les risques de transmission du virus. Et cette pénurie de masques est en partie liée à des décisions du gouvernement précédent, selon l'exécutif. C'est ce qu'il martèle depuis le début de la crise sanitaire. Il a ainsi rappelé que ces stocks stratégiques se sont réduits année après année depuis 10 ans, avec en début d'épidémie un total de 117 millions de masques. Le gouvernement avait donc conscience que cette situation allait être une difficulté. Pourtant, en 2006, le ministère de la Santé avait alerté qu'en cas de crise sanitaire de 90 jours, les besoins étaient évalués à plus de 561 millions de masques. Suite à la mise en garde de 2006, l'État investit et compte en 2011 près de 700 millions de modèles FFP2, mais les entreposés coûtent cher et surtout ils périment peu à peu, 5 ans de conservation maximum. C'est pour ça que l'État fait le choix de ne pas renouveler ses stocks en 2016. Le docteur Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France, a lui pointé du doigt l'imprévoyance des pouvoirs publics qui auront des comptes à rendre après l'épidémie, selon lui. Pour faire face aux besoins en masques, le gouvernement a passé des commandes importantes. Oui, les autorités ont commandé 250 millions de masques qui seront livrés progressivement, a assuré Olivier Véran. Progressivement, car les commandes sont pour la plupart passées en Chine, qui commence à peine à sortir de cette crise sanitaire, puis car la France n'est pas le seul pays en manque de masques. On a d'ailleurs appris que la République tchèque avait détourné dans un de ses aéroports 680 000 masques qui étaient destinés à l'Italie, des masques qui attirent la convoitise et qui, comme l'a rappelé les autorités, doivent exclusivement être réservés au personnel soignant. Merci Théo Grévin pour ces précisions. Et juste avant de faire un point sur les dons qui ont été faits par certaines entreprises ou encore les différents événements qui ont été annulés, notamment sportifs, on revient dans Sortez dedans, l'émission d'info sur le coronavirus, sur l'avancement de la recherche en France et dans le monde. Les patients n'ont plus qu'à attendre la fabrication d'un vaccin contre le Covid-19. Plusieurs traitements sont déjà en cours d'expérimentation dans certains pays. Quels sont-ils ? Y a-t-il quelques avancées ? Mathilde Caron. En Europe, tout d'abord, le projet Discovery a débuté avant-hier. Il est financé en France par les ministères de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de la santé et des solidarités. Dans l'Hexagone, cet essai clinique coordonné par l'INSERM porte sur 800 patients hospitalisés dans 5 établissements à Paris, Lille, Lyon, Nantes et Strasbourg. En tout, 3200 patients européens hospitalisés pour des formes graves de Covid-19 testeront des traitements. Chaque quart de patient recevra un traitement différent.
Il y a notamment un essai de la chloroquine, objet de la recherche du professeur Didier Raoult. Cet essai a débuté hier et sera testé sur un large échantillon de patients. L'utilisation de la molécule active contre le paludisme faisait pourtant débat depuis quelques jours. Plusieurs hôpitaux en ont administré à des patients pendant que le Haut Conseil de la sécurité publique recommandait de ne l'utiliser que pour des cas graves. Les États-Unis, eux, ont été les premiers à entamer des tests de vaccins. Le premier essai clinique pour tester un vaccin contre le coronavirus a commencé lundi dernier à Seattle. Ce vaccin a été développé par des scientifiques des instituts de santé américains et de l'entreprise de biotechnologie Moderna. Ils sont 45 à participer à l'essai clinique. Les patients sont en bonne santé, âgés de 18 à 55 ans et seront testés pendant environ 6 semaines. La rapidité de la mise en place de cet essai est due à la technologie utilisée par l'entreprise qui permet de ne pas effectuer de tests sur les animaux. Mais selon Olivier Schwartz, directeur de l'unité virus et immunité à l'Institut Pasteur, il faudra tout de même entre 12 et 24 mois pour boucler ces essais cliniques chez l'homme. Et la Chine a, elle, commencé ses essais cliniques vendredi. 108 volontaires répartis en 3 groupes ont reçu vendredi de premières injections. Âgés de 18 à 60 ans, ils sont tous originaires de la ville de Wuhan, où le Covid-19 a fait son apparition en décembre avant de se propager à l'étranger. Les volontaires chinois seront suivis pendant 6 mois. Et l'Allemagne entre, elle aussi, dans la bataille pour trouver un vaccin. La société CureVac, détenue par le milliardaire allemand Dietmar Hopp, élabore également un vaccin contre le coronavirus. La Commission européenne a attribué 80 millions d'euros au laboratoire qui espère lancer ses premiers tests d'ici juillet pour mettre un vaccin sur le marché cet automne. Et des multinationales de l'industrie pharmaceutique se sont aussi engagées à fournir un vaccin contre le Covid-19 partout dans le monde dans un délai estimé de 12 à 18 mois minimum. Merci Mathilde Caron et on continue cette édition de Sortez dedans sous son format d'information. Dans quelques instants, on verra donc les dons qui ont été faits par des entreprises ou encore la question du scrutin des municipales et également les événements sportifs qui ont été annulés ou qui risquent d'être annulés. Mais juste avant, on retrouve une dernière fois notre monsieur réseaux sociaux, Thomas Glavieux-Moreau, pour répondre à une dernière question aujourd'hui dans cette émission de Sortez dedans. Rebonsoir Thomas. Bonsoir Bastien, dernière question effectivement, et c'est un Bastien qui me l'a posé, qui nous l'a posé. Est-ce qu'on peut attraper le coronavirus à cause des courses qu'on ramène des supermarchés jusqu'à chez soi? Alors, Bastien, pour être très clair, Bastien, les deux. Je parle aux deux Bastien. Oui, on peut, puisque le virus peut rester sur les plastiques, exemple les packs d'eau ou tout autre paquet de gâteaux. En ce qui concerne les fruits, les légumes ou encore la viande, ils ne peuvent pas être porteurs de Covid-19. Mais comme je vous le disais, on peut prendre un pack d'eau, on peut prendre un paquet de pâtes qui a déjà été touché par quelqu'un mais qui ne lui a pas plu parce qu'il y avait un petit coin qui était un petit peu cassé. Alors il a préféré en prendre un autre. Et si cette personne était-elle porteur du Covid-19, eh ben vous avez des chances de l'attraper. À noter que vous pouvez mettre des gants, mais il n'y a pas une grande efficacité à ces gants pour la simple et bonne raison que ce n'est pas par les mains que vous allez attraper le coronavirus, mais bien par le visage. Et si vous touchez votre visage avec vos mains ou avec des gants, eh ben ce sera la même sentence et le coronavirus pourra être impacté même plus gravement avec des gants. Donc faites attention quand vous allez faire vos courses, pas de poignée de congélateur, pas de paquet de pâtes, ou sinon tout avec des gants et vous ne vous touchez absolument pas le visage. Pour finir, vu que c'est ma dernière intervention aujourd'hui, je finirai par un petit conseil. La viande, il faut la cuire au minimum à point puisque le coronavirus est sensible à la température de cuisson qui va tuer toutes les molécules. Voilà, c'était mon conseil de fin. Bonne soirée Bastien. Très bien, merci à vous Thomas Glavieux-Moreau et je rappelle que je rappelle à tous ceux qui nous regardent qu'ils peuvent vous poser des questions sur Twitter avec donc en tapant sous le tweet de Fréquence ESJ bien sûr et suivez-nous sur tous nos autres réseaux sociaux Facebook, Instagram, la chaîne YouTube aussi de Fréquence ESJ, également le site fréquenceesj.com et merci en tout cas pour tous ces conseils et on a appris il y a quelques minutes avec le point journalier fait par le directeur général de la santé, que la France a dépassé le seuil des 1000 morts avec 1100 décès dans le milieu hospitalier et 240 décès dans les 24 dernières heures. Donc,
continuer à respecter les mesures de confinement, à rester chez vous et à ne sortir que en cas de grande nécessité. On est dans la dernière ligne droite de cette émission et on va maintenant faire un point sur les dons faits par des entreprises. Il y a 8 jours, le président Emmanuel Macron avait demandé l'union et la solidarité de tous face à la pandémie, une demande à laquelle de nombreuses entreprises ont répondu présentes en faisant des dons. Alban Gamay de Saint-Germain, on voit ça avec vous. Concrètement, qui a décidé de donner quoi ? Alors aujourd'hui, Bastien, ce sont principalement des masques et des gels hydroalcooliques qui sont donnés, car c'est principalement ceux-là qui manquent. Et le secteur automobile se mobilise. PSA, Renault et Valeo vont livrer au total 280 000 masques. Ce week-end, le groupe LVMH a promis d'offrir 10 millions de masques, dont 3 millions de type FFP2. Ce sont ceux qui protègent le mieux les personnels soignants. Le groupe a aussi monopolisé 3 de ses sites de production en France pour produire du gel hydroalcoolique et les distribuer gratuitement aux hôpitaux. De son côté, Bouygues va donner 1 million de masques standards et l'univers maritime, agricole, agroalimentaire, des services et les PME répondent également massivement à cette initiative de don de masques. Il y a aussi des dons financiers pour aider les laboratoires dans la recherche d'un vaccin. Et ce type de dons ont démarré il y a déjà quelques mois. Jack Ma, le cofondateur d'Alibaba, a versé fin janvier plus de 13 millions d'euros pour financer la recherche et soutenir des mesures de prévention et de traitement. Dans la foulée, Apple et d'autres groupes comme Tesla ont aussi mis la main à la poche. Et ces nombreux dons ne sont pas seulement matériels. Et oui, Bastien, car pour certaines entreprises, donner de l'argent ou du matériel n'est tout simplement pas possible. Doctolib a annoncé mettre à disposition gratuitement sa solution de consultation vidéo pour tous les médecins. Les startups comme Frishti a décidé, elle, de nourrir gratuitement les personnels soignants en leur livrant des repas. Enfin, dernière aide, J'enseigne.fr, le site d'enseignement en ligne, laisse disponible gratuitement des kits pédagogiques pour les parents qui font l'école à leurs enfants. Et j'apporte une précision pour le don de masques. Si vous êtes une entreprise, rapprochez-vous des agences régionales de santé qui vous donneront la démarche à suivre, notamment si vos stocks sont inférieurs ou supérieurs à 1000 masques. Merci à Alban Gamay de Saint-Germain pour ces précisions sur les dons faits par des entreprises. On continue cette édition de Sortez dedans avec une question aussi qui a intéressé beaucoup de Français, qui en a fait réagir beaucoup également. C'est la question des élections municipales. Alors presque 10 jours après le premier tour, de nombreux candidats accusent le coronavirus qui a engendré un grand nombre d'abstentions. Certains exigent même l'annulation du premier scrutin. Axel Rebaud, dites-nous en plus. La décision de maintenir les élections avait été prise à la hâte, quelques jours seulement avant le rendez-vous dans les bureaux de vote. Certains ont considéré cette décision comme une preuve de démocratie, d'autres ont considéré cette décision comme une mascarade mettant en danger la vie des votants. Beaucoup d'assesseurs et de responsables des urnes affirment justement avoir été infectés à l'occasion des élections. Quoi qu'il en soit, le résultat de ce vote est sans appel. Une grande partie des inscrits ont décidé de déserter les urnes, causant une abstention record. Elle s'observe en particulier dans les petites communes où le taux de participation a atteint seulement 39% par endroit. Le second tour est pour l'instant repoussé, mais les recours pour une toute nouvelle élection sont très nombreux. Dans près de 35 000 communes, le second tour était initialement prévu le 22 mars. Ce dernier est pour l'instant reporté au mois de juin. Le gouvernement estime pour l'instant qu'il pourrait se dérouler le 21 juin prochain. La décision finale sera annoncée en mai. Beaucoup de candidats ayant échoué au premier tour ont émis un recours pour annuler le résultat. Michael Vaqueta, candidat LR à Mitry-Mory en Seine-Saint-Denis, a également déposé un recours après la défaite de sa liste face à la maire communiste sortante. Les événements exceptionnels ont entaché la sincérité du scrutin. L'intervention du Premier ministre la veille a eu une influence sur le vote, explique-t-il, en soulignant la peur légitime des électeurs de ne pas se déplacer. Cependant, les battus du premier tour ne sont pas les seuls à réclamer l'annulation. Une pétition en ligne intitulée « Je n'ai pas pu choisir mon maire à cause du coronavirus » a déjà recueilli plus de 5000 signatures. Merci Axel Rebaud pour ce point sur les élections municipales qui, pour l'instant, ont été repoussées, mais qui pourront peut-être voir certains scrutins être annulés. On attendra de voir. Bien sûr, il y a beaucoup de questions constitutionnelles qui se posent avec ce sujet. Et pour finir cette émission, on va faire un point sur le monde du sport et des événements sportifs. Il s'est lui aussi écroulé peu à peu suite à la propagation du coronavirus. Nous l'avons appris aujourd'hui. Ce sont les Jeux Olympiques de Tokyo qui n'auront pas lieu cet été. Où la situation en est-elle ? C'est le point sport avec Mathilde Caron.
Le comité international olympique s'était pourtant donné 4 semaines pour prendre une décision. Elle est finalement tombée ce midi. Les Jeux olympiques de Tokyo, prévus initialement cet été du 24 juillet au 9 août, ont été reportés au plus tard à l'été 2021, a annoncé le CIO. Depuis la première édition en 1896, il s'agit du premier report des Jeux olympiques en dehors d'une période de guerre. Le chef du gouvernement japonais, Shinzo Abe, était en conférence téléphonique ce matin avec Thomas Bach, président du CIO. Le Premier ministre nippon a proposé de reporter les Jeux olympiques d'environ 1 an, demande que Thomas Bach a accepté à 100%. Pourtant, il y a encore quelques semaines, voire quelques jours, personne n'envisageait ne serait-ce qu'un report des Jeux olympiques. Il a fallu attendre dimanche et des milliers de morts pour qu'enfin le comité international olympique ouvre la voie à un report. Et est-ce que l'on sait à quand ces Jeux olympiques sont reportés aujourd'hui ? Alors, ce qui est sûr pour l'instant, c'est qu'ils auront lieu au plus tard l'été prochain, en 2021. Une éventuelle reprogrammation à cet automne ne tiendrait pas la route, bien qu'elle soit moins coûteuse pour les organisateurs, mais elle serait très compliquée à mettre en place à cause des différents calendriers sportifs et surtout face à l'incertaine évolution du virus. Quant à la troisième piste évaluée, un report en 2022 est lui aussi peu probable. Cette année sera déjà celle des Jeux olympiques d'hiver à Pékin, mais aussi de la Coupe du monde de football au Qatar. La piste à privilégier est donc celle qui mène à l'été 2021. Et la décision de reporter ces Jeux olympiques est en lien avec toutes les compétitions sportives qui ont elles aussi été annulées ou reportées. L'année 2020 devait être placée sous le signe du sport. Les amateurs de football attendaient le championnat d'Europe, lui aussi reporté l'année prochaine du 11 juin au 11 juillet 2021. La Ligue des Champions et la Ligue Europa, les compétitions entre clubs européens sont pour le moment suspendues. En ce qui concerne les compétitions domestiques en France, la Ligue 1, la Ligue 2 et la Ligue féminine sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Les Anglais prolongent, eux, le report du 2 au 30 avril. En rugby, le tournoi des 6 nations dans lequel figure la France s'est reporté à octobre prochain. Et le tennis est lui aussi totalement à l'arrêt. Les fans de tennis vont devoir patienter avant de voir Rafael Nadal soulever une 13e coupe des Mousquetaires. Le tournoi du Grand Chelem Roland-Garros, habituellement entre mai et juin, est reporté à septembre prochain. Les tournois du circuit masculin ATP sont, eux, suspendus pendant 6 semaines jusqu'au 26 avril. Et pour la WTA, le circuit féminin, les tournois sont pour l'instant annulés jusqu'au 12 avril. Et face à tout ça, le championnat de football biélorusse a démarré normalement sa saison jeudi dernier. Merci Mathilde Caron. Sortez dedans, c'est déjà fini pour le volet information de ce nouveau format spécial confinement. Merci à toute la rédaction de Fréquence USJ de m'avoir accompagné au cours de cette émission et merci à vous d'avoir regardé ce nouveau format. Mais pas d'inquiétude, vous pourrez nous retrouver dès demain, comme tous les mercredis, pour 1 heure de divertissement autour du coronavirus présenté par Alban Gamay de Saint-Germain. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et à aller sur notre site internet fréquenceusj.com pour voir tous nos contenus. Vous pouvez également vous rendre sur notre chaîne YouTube Fréquence USJ pour regarder tous nos reportages vidéo. En attendant, prenez soin de vous, restez chez vous, mais n'oubliez pas, tous les mardis et mercredis soirs, sortez dedans.